L'APESAC est une association nationale reconnue d'intérêt général qui regroupe les femmes épileptiques et bipolaires dont les enfants souffrent du syndrome de l'anticonvulsivant. Alors qu'est-ce que le syndrome de l'anticonvulsivant? C'est l'exposition pendant la grossesse à un antiépileptique et plus particulièrement l'un d'entre eux, l'acide valproïque, commercialisé sous le nom de Dépakine, Dépakote, Dépamide. Ces médicaments sont tératogènes, c'est-à-dire qu'ils provoquent des malformations graves et des troubles neurologiques importants chez l'enfant exposé in utero. L'APESAC est née en 2011 d'un simple constat: personne ne connaissait l'embryofétopathie au valproate, qui est le terme consacré. Nos objectifs, alors c'est tout d'abord informer clairement les familles, les femmes en âge de procréer, afin qu'elles puissent choisir et décider en connaissance de cause. C'est également faire connaître et reconnaître l'embryofétopathie au valproate auprès des pouvoirs publics, des instances de santé et des médecins. Et enfin, diagnostiquer ces enfants touchés auprès de centres de référence avec des médecins formés à la pose du diagnostic. Et enfin, écouter les familles en détresse face à la maladie et essayer de trouver ensemble des solutions pour soulager et partager nos expériences. Alors, qu'est-ce que techniquement l'embryofétopathie? Le tableau clinique est assez clair. Il se caractérise d'atteintes malformatives dans 11% des cas, avec principalement des dysmorphies faciales, un faciès d'hépatine assez typique qui est proche des fétopathies à l'alcool, avec une lèvre supérieure fine, un front large, un nez épaté, des malformations rénales ou urogénitales, avec malformation de la verge qu'on appelle hypospadias, la descente par exemple des testicules ou une absence de règles. Des problèmes ORL également, avec des fentes labiales, des otites séreuses à répétition, entraînant quelquefois des surdités assez importantes. On a également une malformation des membres, avec dans certains cas des membres surnuméraires des mains par exemple, ou au contraire l'absence de phalanges. Il faudrait, voilà, encore. Voilà, comme dans le cas l'absence de main terminée, comme dans le cas de la petite Charlotte. Une hyperlaxité des membres également, qui est souvent importante, des craniosténoses, des malformations cardiaques ou encore des malformations de la moelle épinière. Mais malheureusement, dans la plus grande partie des cas, c'est principalement des atteintes neurologiques, dans 30 à 40% des cas. Et on trouve souvent des troubles du langage de type dysphasie. L'enfant a parlé tard, de manière atypique, avec des formes plaquées. Des troubles du comportement importants, avec des colères, des anxiétés, des phobies, et des troubles du spectre autistique, fuite du regard, difficultés dans les interactions sociales. On rencontre aussi des troubles psychomoteurs, avec une hyperlaxité. Souvent, l'hyperlaxité, les malformations des membres entraînent une dyspraxie importante, des hypotonies, des incontinences dans certains cas urinaires ou fécales qui peuvent être très problématiques pour les familles. On a aussi, ça s'accompagne souvent de troubles neurovisuels, de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle les TDAH, et une déficience cognitive, puisque les enfants ont généralement un QI inférieur à 80, sans que ce QI soit en liaison avec le QI maternel. La problématique également de l'acide valproïque, c'est qu'il modifie le niveau d'expression de certains gènes. Alors là, on est dans un concept assez compliqué, c'est le domaine de l'épigénétique. C'est-à-dire qu'en fait, lors d'un entretien avec un épigénéticien, le professeur Barouki Necker, il nous expliquait que pendant l'exposition in utero à l'acide valproïque, l'acétylation des histones ne se fait pas normalement dans le noyau des cellules. Et cela va modifier le niveau d'expression de la séquence ADN. Ça ne modifie pas l'ADN, mais l'enveloppe en fait. Sur le valproate, ils ont un argument fort de modification épigénétique, et ça c'est une certitude. Donc on sait qu'on va trouver des problèmes chez les générations futures, comme dans le cas des filles d'Istilben. Voilà. Combien d'enfants touchés, me direz-vous? Alors, une étude anglaise évalue à environ 22 000 enfants touchés en Grande-Bretagne. En extrapolant ce chiffre à la population française au taux de fécondité, en France, sur les 30 dernières années, on devrait être à peu près à 30 000 enfants concernés en France. C'est énorme.
Pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi ne sont-ils pas diagnostiqués? Parce que la plupart du temps, ils vont être diagnostiqués autistes ou dyspraxiques et on écarte complètement l'étiologie du problème, à savoir est-ce que vous avez pris un médicament pendant votre grossesse par exemple. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi il a fallu attendre 50 ans avant d'arrêter de prescrire ce médicament aux femmes enceintes, puisque les premières alertes apparaissent dans la littérature scientifique dans les années 60, en 64. La notice va être modifiée et le protocole de prescription en mai 2015. Parce que cette modification de notice intervient parce que nous, l'association de patients, effectivement, en France, avec la PESAC, mais pas qu'en France, je travaille également avec mes homologues anglaises et belges, nous faisons pression pour obtenir une réévaluation du bénéfice-risque au niveau européen. Et donc la PESAC est montée, a été auditionnée par l'Agence européenne du médicament en juin dernier à Londres et a défendu les victimes de la dépakine au niveau européen. Et on a demandé effectivement que ce médicament ne soit plus prescrit aux femmes enceintes et en âge de procréer, sauf bien sûr en cas d'échec d'autres traitements. Pourquoi est-ce aux associations de patients de faire ce travail de pharmacovigilance? Parce que personne ne l'a fait jusque-là. L'épreuve des familles. Donc, d'épreuve en épreuve, c'est chaque jour difficile. La première épreuve est d'abord la culpabilité de la mère. Pourquoi ai-je pris ce médicament? Pourquoi ce n'était pas inscrit dans la notice? Pourquoi mon médecin ne m'a rien dit? J'ai empoisonné mon enfant. Vivre avec ça, c'est difficile au quotidien. Et puis la pose du diagnostic. Le diagnostic est difficile à obtenir. Ce sont généralement des généticiens qui posent le diagnostic en écartant toute autre cause, un diagnostic différentiel. Les généticiens, généralement, ont malgré tout peur de le poser parce que quelque part, ça sous-entend que leurs collègues neurologues n'ont pas fait le travail d'information auprès des patientes. Et les praticiens sont malheureusement souvent mal informés et beaucoup de familles se voient refoulées. La prise en charge, du fait de la méconnaissance du syndrome des enfants, souvent ils sont mal soignés parce que seul un versant de la pathologie va être pris en charge, souvent l'autisme, mais on va oublier tous les autres symptômes, les dyspraxies, les troubles neurovisuels, et souvent on passe à côté du polyhandicap, donc la prise en charge est mauvaise. Les procédures judiciaires, alors principalement elles sont civiles, une dizaine en France actuellement. Les procédures sont longues, coûteuses, inabordables pour les familles. Et les familles ignorent souvent les délais de prescription qui sont de 3 ans après la pose du diagnostic et 10 ans après l'absorption du produit. Les laboratoires souvent ont gagné car finalement les victimes ne pourront plus porter plainte. À ma connaissance, il y a 2 procédures amiables seulement auprès de l'ONIAM. Alors, il n'est pas normal, selon moi, que les médecins n'arrivent pas aujourd'hui à accéder suffisamment à la littérature scientifique et s'adressent aujourd'hui à la PESAC pour me demander des informations. Il n'est pas normal que l'information donnée aux patients soit différente de celle donnée aux médecins, notice RCP. Il n'est pas normal d'avoir attendu 50 ans et la pression des associations de victimes pour que les risques tératogènes soient notés dans la notice. Il n'est pas normal que la pharmacovigilance n'ait pas joué son rôle durant toutes ces années. Les risques malformatifs sont connus dans les années 70, les troubles psychomoteurs et du langage dans les années 80, les troubles autistiques dans les années 90. Et ce n'est qu'en décembre 2014 que l'ANSM se décide à restreindre l'utilisation du valproate en tenant compte de la réalité des risques encourus par les femmes. Il n'est pas normal qu'en France, les victimes aient à démontrer la toxicité d'un produit et que ce ne soit pas au laboratoire de démontrer que son produit n'est pas tératogène alors que c'est lui qui dispose des données scientifiques. Il n'est pas normal que l'État, via les allocations familiales, ait à payer à vie une allocation handicap alors que ce sont les laboratoires qui se sont bien gardés de signaler de tels effets indésirables de leurs médicaments. Ils ont détruit des vies, certains enfants sont morts. Des familles entières sont touchées, puisque souvent c'est la fratrie entière qui est atteinte. En conclusion, je dirais que le coût financier, l'épilepsie maternelle de la mère, la lourdeur de la prise en charge, les enfants handicapés, l'épreuve psychologique d'une procédure judiciaire sont autant de freins à la demande de réparation. Il faut mettre les laboratoires face à leurs responsabilités et leur faire assumer cette charge financière.
C'est aux élus à être les garants de cette sécurité sanitaire. Il faut dès à présent soutenir les victimes en permettant une modification de la législation française afin qu'elle soit réellement protectrice et réparatrice pour les victimes et non un facteur de souffrance supplémentaire. Je vous remercie.